Aujourd'hui, on parle d'homéostasie. Ouais, non, c'est vraiment pas comme ça que tu vas accrocher le monde. Aujourd'hui, on parle d'alimentation équilibrée. Un peu plus accessible, mais toujours pas accrocheur. Bon, si pour toi une alimentation équilibrée, c'est d'essayer de jongler avec toutes les formations que tu trouves en ligne, puis qu'à la base, tu sais pas jongler, fait que t'as besoin d'aide, ben t'es à la bonne place. Ouais, ça fait drôle à dire parce que toi-même tu donnes ton information en ligne, là, mais veux-tu bien? Bon, ça va mieux là. De quoi on parlait déjà? D'alimentation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'informations qu'on voit en ligne par rapport à qu'est-ce qui est une bonne alimentation équilibrée, diversifiée, complète et blablabla. Bien aujourd'hui, comme à travers les vidéos qui sont déjà sorties et ceux à venir, on essaie de voir qu'est-ce qui passe le test de la science. Et bon, pour bien faire les choses, on peut pas tout couvrir d'un coup. Ça fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur deux tendances qui reviennent quand même assez régulièrement de ce temps-là, puis à travers lesquelles c'est important de trouver un équilibre. Et j'ai nommé les aliments acides et alcalins, et aussi les aliments cuits et crus. Et évidemment, on n'oublie pas de voir l'impact que ça a sur nos enfants, et aussi comment utiliser ces connaissances-là dans nos cuisines. Mais avant ça, si c'est pas encore fait, pense à t'abonner, puis aussi à partager avec les gens à qui tu penses que ça pourrait être utile. Personnellement, ça m'aide beaucoup, puis en plus, ça m'encourage à créer plus de contenu comme ça, juste pour toi. Pas encore convaincu? Eh bien, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous? Ça fait que, qu'est-ce que la science a à dire sur l'importance de l'équilibre acido-basique? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petite clarification pour pouvoir mieux suivre par la suite. Plus le pH est bas, plus c'est acide, plus le pH est haut, plus c'est basique. Et le milieu, c'est 7. Donc un pH de 7, c'est neutre. Voilà! Maintenant, concentrons-nous sur le corps humain, où est-ce qu'on retrouve différents environnements autant acides que basiques. Ou du moins, on espère retrouver, parce que sinon ça peut mal se passer. Pour simplifier la chose, alors qu'à l'intérieur du corps, le pH est d'environ 7.35-7.45, on retrouve d'autres endroits où c'est pas mal plus acide. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'est principalement pour nous protéger des envahisseurs. Maintenant, est-ce que vous avez une idée de où est-ce qu'on est le plus acide? On va voir ça ensemble. Pour commencer, on a la peau qui est pas mal tout le temps en contact avec des virus, des microbes puis d'autres pathogènes du genre. Bref, des bébites, dont le pH se situe entre 4 et 6.5. Il y a aussi le vagin qui a un pH de 4.7 pour empêcher les surcroissances bactériennes, d'autres bébites. Et enfin, l'estomac qui, en plus de nous protéger contre les invasions d'organismes microbiens, sert aussi à digérer toute la nourriture qu'on mange. Ce qui en fait le grand gagnant avec un pH de 1.35 à 3.5. Puis est-ce que la nourriture peut faire varier le pH ou pas? Bien comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on sait que la nourriture va pas avoir un impact sur l'acidité de l'estomac, disons. Mais ça peut avoir un impact sur l'acidité du système du corps au complet. Puis ça, s'il y a des aliments qui sont plus acides que d'autres, on le sait avec l'acidité dans l'urine. On a aussi remarqué qu'avec la consommation de viande, on retrouvait plus de calcium dans l'urine. Comme le calcium, c'est basique, puis que la viande, c'est acidifiant, ça faisait du sens qu'un essaie de contrebalancer l'autre. Mais là, est-ce que vous vous demandez que si, à force de perdre du calcium pour essayer de se rééquilibrer, c'est pas dangereux pour nos os? Eh bien non, le calcium qu'on retrouve dans notre urine vient en fait d'un surplus de calcium dans notre alimentation. Mais là, on parle de science et non d'alimentation. On en parle dans un instant, une chose à la fois. Mais si on perd pas de calcium de nos os, comment qu'on compense pour l'acidification? Avec nos muscles, qui en se dégradant envoient des acides aminés vers le foie, qui va les utiliser pour produire de la glutamine, qui va être à son tour utilisée par les reins pour balancer l'excès d'acidité. Le hic, c'est qu'à travers l'histoire de l'humanité, notre alimentation a pas mal changé. Considérant que le potassium, c'est basique et que le sodium, c'est acide, naturellement, dans notre alimentation, on avait un ratio potassium-sodium de 10 pour 1. Et aujourd'hui, il est rendu à 1 pour 3. Donc, on est loin du compte, mettons. Puis qu'est-ce que ça peut bien faire, ce déséquilibre-là? Eh bien, d'un côté, un excès de sodium peut entraîner de l'hypertension, de l'ostéoporose, la perte de masse musculaire chez les aînés. De l'autre côté, équilibrer son alimentation avec des aliments plus basiques, ça pourrait aider à éviter ou renverser les problèmes de santé qu'on vient juste de voir, mais ça pourrait aussi aider à produire plus d'hormones de croissance, ça pourrait aider avec les douleurs de bas de dos, ça pourrait rendre certains médicaments plus efficaces, en plus d'augmenter aussi l'efficacité de la vitamine D qui sert entre autres à l'absorption de certains minéraux importants comme le calcium. Puis pour nos enfants, ça change-tu vraiment quelque chose? Eh bien oui, c'est reconnu que l'acidose métabolique, quand le pH du corps est plus bas que ce qui est supposé être, diminuerait la production d'hormones de croissance. Puis comme son nom l'indique, c'est important pour leur croissance, donc on veut éviter d'en manquer, mettons. Bonne nouvelle, en corrigeant l'excès d'acidité, on arrive à augmenter la production d'hormones de croissance, donc d'augmenter la croissance chez les plus petits. Et évidemment, avoir une alimentation équilibrée comme on va le voir dans un instant, ça s'en vient. Patience. Ça amène des bénéfices pour la santé, autant pour les jeunes que les moins jeunes. Mais si on se concentre uniquement sur ce qu'un niveau d'hormones de croissance optimale peut amener au niveau de la qualité de vie, on parle d'une amélioration des risques de maladies cardiovasculaires, d'une amélioration de la composition corporelle, comme le maintien ou le gain de masse musculaire. Puis ça pourrait aussi améliorer les capacités cognitives et la mémoire. Et en passant, ces effets-là sont aussi observés chez les personnes âgées.
Il faut savoir que généralement, c'est un niveau d'acidose bas et constant à travers toute la vie qui peut entraîner des complications à un âge avancé. Et c'est connu, plus tôt on adopte ou on fait adopter un bon comportement, plus c'est facile de le maintenir. Ça fait que qu'est-ce que vous attendez? Ah oui, vous attendez que je vous parle d'alimentation pour comprendre de quel comportement je parle. Ça fait du sens. Donc êtes-vous prêts là? Depuis le début, je vous parle d'équilibre, d'acide, de basique ou d'alcalinité. Donc vous vous dites peut-être que je vais vous vendre les mérites de la diète alcaline. Eh bien non. Ou peut-être un peu oui. Parce que si vous avez suivi dans la section sur la science, vous savez que notre alimentation a pas mal changé à travers le temps, puis qu'aujourd'hui, elle est un petit peu déséquilibrée. Mais bon, je sais pas pourquoi je me répète, c'est sûr que vous vous rappelez de ça. Évidemment. Précisément, ce qu'on remarque, c'est qu'elle est pauvre en magnésium, en potassium et en fibres, alors qu'elle est riche en gras saturés, en sucre simple, en sodium et en chlorure, qu'on retrouve dans le sel avec le sodium. Et là, c'est probablement pas une surprise, mais la diète alcaline vise à corriger ce déséquilibre. Puis le principe est assez simple, on mange plus de produits alcalins, puis on évite les produits qui sont plus acidifiants. Et les promoteurs de cette diète encouragent d'éliminer les huiles ajoutées, sauf celles pressées à froid, de faire sa nourriture à la maison, c'est-à-dire from scratch. Aussi, on évite les sucres, donc même les fruits plus sucrés. On évite aussi les champignons et les levures, c'est-à-dire tous les aliments fermentés. En gros, la diète alcaline devrait se composer d'environ 75 à 80% d'aliments alcalins. Et ça, on en retrouve un peu partout, comme dans les légumes, dans les fruits, dans les noix et les graines, dans les huiles, dans les grains entiers et même dans les condiments et les produits laitiers. Donc vite comme ça, on a l'embarras du choix, non? Bon, ensuite, c'est sûr que tout ce qui est acide qu'on cherche à éviter, puisque c'est censé composer le 20 à 25% restant de l'alimentation. Puis les produits acides, on les retrouve dans les mêmes groupes alimentaires que les produits alcalins, mais en plus, on va les retrouver en plus grande concentration, exemple dans les produits laitiers, mais surtout dans les produits animaliers et même les légumineuses. Donc oui, ça peut devenir un peu difficile à choisir parce que c'est quand même une grande liste, mais qu'on peut pas en prendre trop. Ça fait que qu'est-ce qu'on fait d'abord? Bien, sans se casser la tête à aller défricher à savoir qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est basique, puis ensuite bien doser pour bien respecter les ratios, on peut se concentrer principalement sur les gros joueurs. Donc limiter ce qui est acidifiant, comme les produits et sous-produits animaux, qui sont aussi des sources de gras saturés. On limite aussi les produits contenant des farines raffinées et des gras ou des sucres rajoutés. Bref, des produits transformés. Ensuite, on double down sur les aliments riches en potassium, en magnésium, puis en fibres, c'est-à-dire les fruits et des légumes. Puis pour les sources de protéines, on se tourne vers les légumineuses, les noix et des choses comme ça. Donc au final, on en vient à privilégier les aliments entiers végétaux. Mais là, juste comme ça, en passant, si ça te tente de te lancer dans une diète alcaline, je vais pas nécessairement fortement te décourager de le faire. Bon, c'est vrai, c'est plus de travail, c'est plus d'organisation, donc peut-être moins accessible. Moi, je vais juste fortement t'encourager, comme pour tout changement majeur dans l'alimentation, à consulter pour t'assurer de le faire comme il faut, d'arriver à avoir une alimentation optimale à travers tout ça. Aussi, entre toi et moi, limiter mon apport en produits fermentés, c'est un gros non, ça. Mais ça, je t'en parle dans une autre vidéo, à un moment donné. Et là, tu as sûrement déjà entendu parler de ce modèle d'assiette-là. Puis je sais, il a l'air trop simple pour être vrai, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace ou que c'est facile à faire, surtout avec les habitudes alimentaires qu'on a de nos jours. En gros, tu essaies que tes protéines et tes grains représentent environ un quart de ton assiette chacun. Le reste de ton assiette, c'est les légumes et les fruits, donc 50% de ton assiette. Et oui, au final, tu peux facilement arriver à respecter ton ratio de la diète alcaline en suivant un modèle d'assiette comme celui-ci. Mais personnellement, je vais surtout t'encourager à diversifier tes sources de fruits, de légumes, de grains entiers, de légumineuses, de noix et compagnie, plutôt que de te concentrer à les départager entre acide et basique. À un moment donné, il y a des limites. Bon, maintenant, comme je l'ai dit au début, tant qu'à parler d'équilibre entre acide et basique, on peut aussi parler d'équilibre entre chaud et froid, c'est-à-dire entre des aliments crus et cuits. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce que c'est vraiment une question de tout ou rien? Voyons ce que la science en pense. Commençons par les aliments cuits, parce que, pourquoi pas. On sait que la chaleur peut décomposer de 15 à 20% des vitamines dans les aliments. Mais là, petit premier détail à savoir, ici on parle pas de toutes les vitamines. Par exemple, certains éléments plus susceptibles à la chaleur, c'est les vitamines B1, B5, C, mais aussi le folate et le potassium. Donc, est-ce qu'on monte aux barricades et on abolit toute forme de cuisson? Non. On s'informe puis on prend des décisions éclairées. Est-ce que c'est clair? En fait, les différents modes de cuisson ont des impacts différents sur les aliments. Mais avant ça, il faut savoir que les vitamines se divisent en deux catégories. Les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Donc les hydrosolubles vont s'attacher à l'eau et les liposolubles vont s'attacher au gras. Sachant ça, on peut comprendre que si on utilise beaucoup d'eau dans une cuisson, on peut arriver à perdre les vitamines hydrosolubles qui se trouvent dans les aliments. Et de l'autre côté, si on utilise de l'huile, on peut arriver à augmenter l'absorbabilité des vitamines liposolubles.
Bref, pour conserver au maximum l'intégralité des aliments qu'on mange, on devrait diminuer la cuisson sous pression et aussi éviter de cuire nos aliments dans beaucoup d'eau. Comme alternative, on peut se tourner vers le grillage et la cuisson au four. Et bon, ok, si on est ici pour dire les vraies affaires, la cuisson au micro-ondes aussi affecte pas trop le contenu en micronutriments dans les aliments. Mais bon. Mais là, est-ce que la cuisson, c'est juste mauvais ou à la limite correct, ou est-ce que ça peut servir à quelque chose? Évidemment que ça peut servir à quelque chose. Par exemple, la cuisson, ça peut aider à détruire les composés phytochimiques comme les phytates et les cyanides qui bloquent l'absorption des nutriments. Et oui, je sais, même en les mangeant crus, on peut arriver à diminuer une bonne quantité de ces éléments-là aussi avec le trempage, la germination et la fermentation. Retour à la cuisson. Tant qu'à être en mode destruction, ça peut aussi nous protéger contre des bactéries comme le E. coli, le norovirus et la salmonelle. Oui, même dans les légumes. Mais hey, wow, là, t'as peu. Faut pas associer la cuisson simplement à la destruction et l'anéantissement impartial de tout ce qu'il y a sur les aliments, là. La cuisson, ça peut aussi servir à augmenter la saveur des aliments, dont les légumes. Puis si on mange plus de légumes, ben on est en meilleure santé. Si on est en meilleure santé, on se sent mieux. Si on se sent mieux, on est de meilleure humeur. Si on est de meilleure humeur, on est plus heureux. Si on est plus heureux, on rend les gens autour de nous plus heureux. Si les gens autour de nous sont plus heureux, bon, tu comprends le principe, là. Et outre le goût, la cuisson aurait aussi des effets bénéfiques sur notre capacité à absorber des antioxydants, comme la caroténoïde et les lycopènes, qu'on retrouve dans divers aliments qu'on voit dans un instant. Et maintenant, que dire des aliments crus? Parce que là, je le sais, c'est sûr que tu as entendu parler de la myriade des bienfaits de l'alimentation crue. Et bien évidemment que c'est bon de manger des aliments crus. Donc, chers parents, c'est vraiment pas la fin du monde si votre enfant préfère les légumes crus. Pour être plus précis, en plus des vitamines hydrosolubles et certains nutriments dont on a déjà parlé, il y a d'autres éléments bénéfiques pour la santé qui s'activent surtout quand ils sont mangés crus ou même qui peuvent être détruits par la chaleur. Comme par exemple le glucosinolate, la lysine, les composés sulfuriques et les agents antiplaquettaires. T'es au courant que tout ça, là, ça veut rien dire à la majorité du monde, hein? Oh, c'est des éléments qui aident à combattre les cancers, les infections et qui empêchent l'accumulation de plaques dans les artères. Eh bien voilà! Est-ce que c'était si difficile que ça? Bon, ok. Si on veut simplifier encore plus la chose, voici la liste des légumes qu'on devrait manger crus ou cuits. Puis comme on peut voir, il y en a qui se retrouvent des deux côtés. Ça fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on s'amuse à diversifier son alimentation autant par qu'est-ce qu'on mange, mais de comment on le mange. Parce que ce qui est bon pour toi, c'est de manger tes légumes. Fait que tu les manges comme tu veux, tant que tu les manges. Sur ce, j'espère que tu as trouvé toute l'information dont tu as besoin pour te nourrir toi et surtout tes enfants pour leur permettre d'avoir une alimentation complète qui va leur permettre de bien se développer. On se rappelle que pour éviter des complications à long terme, on essaye d'équilibrer notre alimentation au niveau acide et basique, puis ça on peut facilement le faire en augmentant notre apport en aliments végétaux et en diminuant celui de produits et sous-produits animaux. On en a aussi appris plus sur la diète alcaline, puis on a vu que pour les enfants, avoir une alimentation équilibrée, ça leur permet de mieux se développer. Et enfin, j'espère qu'avec les légumes, on a compris que la clé, c'est pas vraiment de les cuire ou pas, mais plutôt de les manger. Ceci étant dit, n'hésite pas d'utiliser les chapitres dans la description pour retourner voir les moments dans la vidéo qui t'aident le plus. Maintenant, si t'as appris quelque chose, oublie pas de liker. Comme ça, je sais que c'est utile à quelqu'un. Et si tu veux qu'on parle de d'autres sujets en particulier, écris-les en commentaire ou tu peux prendre directement rendez-vous avec moi pour une rencontre nutritionnelle en allant sur la page de ma chaîne. Puis tant qu'à être là, abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos. Et comme dirait ma petite, bonne journée, bonne nuit, à bientôt.